Pour cette nouvelle vidéo, on a discuté de l'idée de partir de ton dernier livre, Triptyque, que j'avais découvert il y a 1 an et demi, 2 ans, dans lequel j'avais accroché avec certains passages, et puis à force de le relire, il y a quelque chose d'initiatique qui s'est opéré, et là je l'ai relu pour l'occasion de la vidéo, et chaque page avait quelque chose d'intéressant à souligner, j'avais envie de te poser plus de questions, donc je m'étais dit autant faire une vraie vidéo. Donc si ça te va, on va partir de là. Et je vais commencer déjà par peut-être te demander dans quel cadre ce livre s'est écrit avant que je te pose des questions. Est-ce que tu peux en dire un peu sur le contexte? Oui, bien sûr. Triptyque donc fait suite à un premier écrit qui s'appelle Petite Étoile. Et ces deux écrits sont issus d'une période d'écriture qui s'est réalisée pendant mon travail intérieur, durant lesquels donc j'ai cessé toute activité extérieure. Et j'ai eu un jet de 1000 pages à peu près. Et après être sortie de ce travail intérieur, j'ai repris ces écrits en écriture spontanée, je les ai un petit peu remis en forme, et ça a donné donc 2 livres distincts, Petite Étoile le premier, Triptyque le deuxième. Donc Petite Étoile est considéré comme un court roman initiatique, et Triptyque plus un essai, en ce sens que il est, à mon sens, dans la continuité, bien que pouvant être lu séparément du premier. Et on y trouve des développements et certains passages explicatifs, d'autres où l'écriture est dans le même registre que Petite Étoile, c'est-à-dire une écriture qui décloisonne et qui amène à une compréhension sur plusieurs registres. On peut démarrer justement par ton écriture, qui est très surprenante, en tout cas la première fois qu'on la découvre. Énormément de jeux de mots qui ne fonctionnent qu'à l'écrit aussi, qu'il faut voir écrit. Bon, j'en ai noté beaucoup, mais je pourrais les afficher à l'écran dans le montage. Je voulais savoir, de manière générale, comment ces mots-là, comment ces jeux de mots te venaient à l'esprit. Est-ce que c'est ça, ce que tu appelles l'écriture décloisonnée? Alors en fait, cette écriture est issue, ces livres sont issus d'une écriture spontanée. Autrement dit, c'est une écriture qui ne passe pas par le mode de la pensée. Il passe par un mode qui est plus rapide que celui de la pensée, donc je ne pense pas ce que j'écris. Et a posteriori, donc, lorsque je relis ce qui a été écrit, je me rends compte que cette écriture est tout à fait profondément pensée, mais elle vient d'ailleurs de la pensée et elle est dictée par l'être. Pour moi, c'est pour cette raison donc des écrits qui sont du registre de la conscience. On y trouve donc une clarté qui est du registre de la clarté mentale par moment, et parfois on y trouve une autre clarté qui dépasse la clarté mentale, qui fonctionne par des résonances que j'appelle sonores, et qui, de ce fait, fonctionne sur différents plans. Par exemple, et ça c'est, il y en a plein d'autres, hein, il y en a à toutes les pages, euh, des jeux de mots comme ça. Je vais lire le petit extrait. Ses voix lui disaient Ève, reste, et son système mental traduisait l'Everest. Euh, je me demandais aussi, ça fait écho à ce que tu nous fais dire parfois, aux mots que tu nous fais prononcer dans les ateliers. Je me souviens tu travaillais sur mon cas, et puis d'un coup il y a des mots qui sont venus, qui faisaient écho à ce que j'avais pu vivre d'ailleurs dans les semaines précédentes, et je comprenais pas comment ça t'était venu. Et j'avoue que parfois encore je comprends pas bien. Parfois il y a des mots qui ne sont pas des mots qu'on connaît, qui sont pas des mots du vocabulaire classique. Parfois, il y a des mots anglais, je crois aussi, qui peuvent venir de temps en temps. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce processus-là, comment les mots apparaissent en toi? C'est une résurgence, c'est-à-dire que c'est une impulsion qui passe par la conscience, qui va plus vite que la réflexion. Et a posteriori, la réflexion y trouve du sens, voire plusieurs sens, à savoir qu'un même mot peut résonner sur plusieurs plans en même temps, et tous ces sens peuvent avoir un intérêt au même instant. En fait. Comment l'expliquer, ça m'est difficile, ce sont des fulgurances, et ces fulgurances, on peut les analyser a posteriori. L'analyse reste une analyse, et elle a son intérêt, et en même temps elle est limitée dans le registre de l'analyse. Donc on ne peut, je pense, a posteriori que constater la pertinence de cette résonance-là sur plusieurs plans, qu'il s'agisse du plan de la compréhension intellectuelle, de plusieurs sens en même temps, de la résonance en termes d'écho, de sonorité, de la résonance poétique, de la résonance éventuellement symbolique.
Mais cette compréhension vient après et elle est toujours limitante par rapport à d'autres résonances. Et c'est la raison pour laquelle parfois la conscience s'exprime avec des mots qui sont des mots nouveaux, qui ne sont pas grammaticalement répertoriés dans le dictionnaire, mais qui parlent comme lien direct entre la conscience et le corps, ou entre la conscience et le système mental, ou entre la conscience et le système émotionnel, ou entre la conscience et le système inconscient, selon le système de référence auquel on se réfère. Et tu les vois écrits ces mots, parce que dans Triptyque, tu utilises beaucoup par exemple le mot ange, que tu écris E-N-J-E, donc enjeu. Enjeu, oui. Ah, tu prononces enjeu, d'accord. Non, Chouette, non, ouais. non, quand on lit, On en lit, fait, ouais. quand on le prononce normalement, donc ça donne ange, mais je l'écris différemment. De ce fait, lorsqu'on le lit, dans la lecture silencieuse, on l'entend ange, mais on le comprend enjeu. Et la superposition des deux génère quelque chose de nouveau. Je lis juste la petite phrase, page 30, dans la chaleur de leur voix manifestée en elle, L-A-I-L-E, son cœur d'ange, E-N-J-E, s'est unifié. Et en fait, sur le coup, ça me rend un peu perplexe, et puis en fait, je me rends compte que le sens, la polysémie fonctionne en fait. Voilà, ça fonctionne sur plusieurs plans. C'est-à-dire, on peut le lire tel qu'on l'entend, et ça a un sens. On peut le lire tel qu'on le lit avec les jeux de mots écrits différemment, et ça a un autre sens. J'ai déjà un tout petit peu essayé. Et les deux sens superposés donnent du coup une perspective au sens différente de la première perspective telle qu'on l'entend et on la comprend intellectuellement. Autrement dit, ça remodèle la compréhension par la sonorité. C'est chouette. Donc en fait, quand on lit ton livre, on l'a lu déjà sur 2 ou 3 plans d'un coup, quoi. Oui. Et quand on le relit, on ne va pas forcément entendre le même plan entre une première lecture et une deuxième lecture. C'est ce qui fait que c'est une écriture qui bouge tout le temps, en fait. C'est une écriture sonore. C'est ce qui me surprend toujours d'ailleurs quand je me plonge dans le livre. J'ai toujours cette appréhension euh, de la richesse. Je sais que je vais pas je vais pas rentrer dans un roman qui se lit extrêmement facilement parce que je rentre dans quelque chose d'extrêmement dense. Et à chaque fois, plus je travaille avec toi, plus ma relecture de triptyque voilà, m'amène à des nouveaux degrés d'évidence, j'ai envie de dire. Ouais. Nouvelle couche de sens. Euh, Ça amène à une autre question qui est que dans les ateliers d'émergence artistique que tu fais ici, on travaille beaucoup sur la peinture, on travaille sur la voix, on travaille sur la danse, sur le mouvement, sur la musique. Je t'avais déjà demandé quand est-ce qu'on travaille sur les mots. Euh, le peu que j'ai écrit dans ma vie, je sais que j'étais rattrapé régulièrement par des projections, etc. Donc j'étais pas dans une forme d'écriture décloisonnée. Et je me sens très très loin de pouvoir commencer à écrire comme tu le fais là, mais quand est-ce que tu penses qu'on sera prêt, que des gens seront prêts, que le groupe qui travaille ici sera prêt à commencer à travailler sur des mots? Quand je ne sais pas, ça se présentera de soi. Il y a, pour que ça puisse se faire, en fait, une attente à lâcher, une attente de se repérer et de se situer, autrement dit, du registre de l'ego, de se situer en fonction de ce que je comprends et de ce que j'identifie. En fait. Donc, pour employer un terme courant, je dirais que c'est du registre d'une forme de lâcher-prise du système mental qui va permettre du coup au langage de l'être de prendre la main sur le langage intellectuel et à partir de ce moment-là, en fait, on va pouvoir entrer dans un autre registre d'expression et ce registre d'expression, je l'appelle toujours sonore parce que c'est mon mode. Tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que je les vois écrits? Jamais, en fait, je les entends. Je les écris. Alors, forcément, si je l'écris différemment de comment je l'entends, si j'entends ange et que j'imagine un ange, quelle que soit la représentation qu'on peut avoir de lui, et que je l'écris en jeu, c'est qu'en fait, mon système intellectuel fonctionne sur plusieurs plans en même temps. En fait. Donc je peux avoir ces correspondances au même moment. Pour que ça puisse se faire au sein d'une cellule de travail, il faut que globalement le groupe, donc la cellule que nous constituons, ait lâché cette façon de se repérer en fonction de ce que j'identifie, de ce que je me représente et de ce que je comprends,
Et à ce moment-là, effectivement, le langage de l'être, alors pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est moi qui l'impulse au travers de nos exercices. Et c'est un travail qui est graduel, c'est-à-dire plus on va travailler sur, par exemple, le rythme, en ce sens où je travaille sur le rythme vital, plus on va travailler sur le rythme vital, plus nos méditations seront sous-tendues par la joie, plus nous allons travailler sur l'énergie des couleurs, plus que sur la représentation picturale. Et en s'y prenant par tous ces bouts, à un moment donné, en fait, vous allez prendre l'habitude de vous repérer de moins en moins à une attente mentale, et à un moment donné, globalement, dans une cellule de travail, ça va lâcher, et à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur le verbe. Et ce verbe-là ne sera plus un verbe forcément intelligible, mais ce sera une impulsion unitaire qui aura un impact infiniment plus large, en fait. Infiniment plus large. Est-ce que de tous les types d'art, l'écriture est le plus dur dans le cas de lâcher prise, parce que justement il y a un signifié, il y a une culture qui est très très forte derrière. Là où la peinture, quand on fait de l'abstrait et qu'on n'a pas de technique, par exemple comme moi, à un moment on a moins de prise, on a moins de prise avec ce qu'on connaît. L'écriture, j'ai des prises parce que j'ai écrit toute ma vie, ne serait-ce que des emails, quoi. Je pense qu'en fait, quel que soit le mode d'expression, le, les références de maîtrise et de contrôle sont là. Elles prennent des formes différentes. Donc pour moi, ça n'est pas, de mon point de vue en tous les cas, ça n'est pas plus difficile avec les mots. C'est le même système. Si je regarde comment, si on travaille sur l'expression par le geste, par le mouvement, par la démarche, je me rends compte que le système de comment je me situe par rapport à la gestuelle et le contrôle et la maîtrise qui sont inhérentes à ce système-là, je les retrouve. Simplement, leur forme est différente, mais ce sont les mêmes en fait. Donc c'est la raison pour laquelle dans nos stages ou dans les ateliers que j'anime, je passe d'un mode à l'autre, parce qu'en fait c'est une façon de travailler sur les mêmes systèmes de contrôle ou les mêmes systèmes de maîtrise en s'y prenant par des biais différents, et que chacun de ces modes d'approche se complète pour qu'à un moment donné en fait quelque chose fonde, je dirais, au profit d'une fluidité, car la fluidité de l'être est immense et elle est instantanée, elle est du registre de l'instant. Donc c'est une fluidité d'une émergence extraordinaire, et en s'y prenant par différents biais, en fait, on travaille sur la même difficulté. Je reviens un tout petit peu en arrière dans mes questions et dans l'émergence de ces mots qui te viennent sur plusieurs plans. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est forcément dans une langue que tu connais? Ça veut dire que c'est forcément lié à une forme de signifié quelque part. Qu'il fait qu'il n'y ait pas un mot japonais ou un mot d'une langue qui te vienne à l'esprit. Alors, pendant mon travail intérieur, il m'est arrivé effectivement d'avoir des émergences sonores qui ne sont pas du registre de mon langage. Il m'est arrivé également d'avoir des émergences par l'écriture, autrement dit par la calligraphie, j'oserais dire, qui ne sont pas du registre de ma langue, des lettres signifiées dans ma langue maternelle, donc le français. Donc ça m'est arrivé. Ces émergences-là ont été ponctuelles et elles ne se sont pas développées au cours de mon travail de recherche. Ceci ne signifie pas qu'elles ne vont pas revenir. Il est possible qu'à l'avenir, ces émergences-là, pour lesquelles j'ai eu une ouverture que je considère à l'heure d'aujourd'hui encore plutôt ponctuelle, il se peut que leur empreinte se réveille et qu'elle laisse place à des développements que je ne peux pas appréhender aujourd'hui. Je dirais que il est probable que si développement de ces modes-là il y aura, il est probable que ça dépende du fait d'une synchronicité liée au fait qu'un groupe de travail soit prêt dans son lâcher-prise, au fait que ces manifestations s'intègrent directement dans une structure collective, sachant qu'un groupe est pour moi déjà une cellule qui représente le collectif. Je vais passer à un autre sujet qui m'a interpellé dans le livre, je reviens au début. À la page 17, tu opposes rigueur et discipline. Et je vais en lire un court extrait. Vous,
vouloir obstrue tout accès à la dimension d'éternité. Beaucoup se sont ainsi mortifiés, assimilant rigueur à discipline. La rigueur se cultive par acuité dans l'attention, elle permet d'acquérir une constance dans l'ouverture. La discipline, au contraire, s'obtient par volonté. Cette attitude compressive, fréquente dans les ascèses, active des forces antagonistes à la joie, source de violence insoupçonnée. Ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai toujours un rapport particulier, mais comme je pense tout le monde, à l'autodiscipline, à la paresse. J'ai toujours entendu dans ma vie, il n'y a pas de paresse, c'est que de l'ennui. J'ai entendu, c'est un faux problème. Euh, et là, d'un coup, j'ai l'impression de retrouver ça. Qu'en fait, euh, quand tu as besoin de te forcer trop, c'est que t'es trop dans l'autodiscipline et que c'est pas sain et qu'il faut trouver une forme de rigueur. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait, cette distinction que tu fais. Quand tu dis la rigueur se cultive par acuité dans l'attention, est-ce que tu pourrais développer un petit peu, que je comprenne mieux le distinguo? Alors, en fait, c'est très substantiel, en fait. C'est très substantiel, c'est-à-dire que toute la différence porte sur l'énergie qui sous-tend. À savoir que la rigueur euh, est une attitude qui est sous-tendue par l'envie, en fait. Sous-tendue par l'envie et donc sous-tendue par la joie, en fait. C'est-à-dire, c'est une envie sous-tendue par la joie d'être plus précis, d'aller un petit peu plus loin, de persévérer, de se ramener. Il y a ça dans la rigueur, en fait. Donc pour moi, la rigueur est loin d'être compressive, c'est une continuité fluide de la manifestation de l'être dans la matière qui, quelque part, est une douce voix intérieure d'une attitude maternelle à l'égard de soi et qui nous dit persévère. Sauf qu'elle ne me dit pas persévère, elle me pousse à tendrement, en fait. Dans la discipline, il n'y a pas de tendresse, en fait. Dans la discipline, il y a quelque chose de compressif et la discipline est sous-tendue par une lutte vis-à-vis de soi, une lutte en lien avec une idée qu'on se fait, un idéal. Et cette forme répressive, en fait, du coup, n'est pas sous-tendue par l'envie et n'est pas sous-tendue par la joie, quelque part, puisque dedans, il y a une lutte qui cherche à obtenir quelque chose. Dans la rigueur, il y a l'envie d'aller plus loin et pas forcément l'envie, le désir d'obtenir. C'est très différent. C'est très différent. Dans la rigueur, quelque part, je dirais que dans mon ressenti, la rigueur est toujours sous-tendue par l'envie de la découverte, en fait. Qu'est-ce qui fait que je vais persévérer, que je vais aller plus loin? Je suis toujours appelée vers un peu plus loin dans la découverte. Et donc l'émerveillement de ce qui ce qui est propre à la découverte, en fait. À chaque découverte, son émerveillement. Et pour moi, d'avoir assimilé la rigueur à la discipline est très dommageable parce que ça en devient quelque chose de mortifiant, en fait. Et ce qui est l'inverse de la rigueur, quelque part. Être rigoureux ne doit pas être mortifiant. Être rigoureux est quelque chose qui fait grandir dans une forme de structure, une structure qui est source de détente, quelque part. Je vais ramener ce thème à quelque chose de plus social. Est-ce que ça veut dire qu'une vie qui est menée en totale cohérence d'être est forcément exclusivement dans la rigueur et jamais dans la discipline? Alors nous sommes constitués de différentes facettes. Il est bien évident que, comme toute personne, j'ai fait l'expérience de la discipline, de l'autodiscipline, de vouloir plus que je ne m'écoute, notamment quand je pratiquais le yoga, notamment quand j'ai découvert la méditation. Et qu'est-ce qui fait que j'ai petit à petit étalonné mon attitude? C'est simplement que instinctivement, je me suis rendu compte que je m'appauvrissais au lieu de m'enrichir quelque part. Et que effectivement, je pouvais être satisfaite d'avoir fait ma série de postures rigoureusement, pardon, d'avoir réalisé ma série de postures 1 heure tous les matins,
pendant 3 mois par exemple, et de me rendre compte que j'avais une satisfaction du registre de l'ego, de ma personnalité, mais qu'en revanche, à la longue, quelque chose en moi s'appauvrissait, en ce sens que je n'y allais pas de bon gré quelque part. Faire. Au début, oui, parce que je suis contente d'obtenir les résultats que je désire obtenir, et au bout d'un moment, je me rends compte que je m'appauvris dans le fait que je ne suis pas portée dans un enthousiasme d'aller faire ma série de postures. Ça veut dire que c'était pas fait pour toi? Non, ça veut dire que au fur et à mesure que la discipline prend le pas sur la rigueur, la joie qui sous-tend et l'enthousiasme qui sous-tend ma découverte dans le fait de progresser dans cette pratique, en fait, s'appauvrit. Est-ce que ça veut dire que, je vais faire un parallèle avec quelqu'un qui se lève tous les jours pour aller au travail et puis qui sent un appauvrissement, en fait, est-ce qu'il peut arriver à retourner les choses et ressentir de la curiosité dans le même travail? Est-ce que tu aurais pu, toi, dans tes routines matinales de yoga, arriver à retrouver une forme de rigueur et de découverte et d'émerveillement, là où tu étais en train de perdre justement de la joie? Oui, j'ai pu le faire. J'ai pu le faire d'une part en utilisant l'attention sur les sensations et la méditation pour ne pas devenir réactive, ne pas rentrer dans une forme de réactivité. J'ai aussi pu le faire en créant des coupures dans ma régularité et en la reprenant ensuite. C'est-à-dire, oui, de faire une coupure dans cette régularité, de m'accorder une forme de liberté et de revenir dans cette régularité. Et c'était pas subi, il n'y avait pas de culpabilité, tu t'étais dit je m'autorise à ne plus en faire pendant. Oui, de par l'observation que effectivement mon envie s'appauvrissait, se tarissait, et donc que je perdais qualitativement en fait ce qui devait sous-tendre, pardon, ce qui devait sous-tendre la réalisation de ma pratique. Je t'entends dire ça et je ne peux pas empêcher d'imaginer que c'est généralement ce qui fait décrocher les gens. Quand ils se disent bon bah je le sens plus, ils arrêtent et puis du coup ils lâchent l'affaire. Enfin je me dis qu'il faut beaucoup de volonté, on en revient à la discipline, il faut beaucoup de volonté pour se dire je lâche l'affaire consciemment pour pouvoir essayer de me reconnecter dans 2 semaines par exemple. Alors c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire d'écoute. Ouais. C'est-à-dire, je sens que effectivement, mon envie, ce qui me porte envie, je suis de moins en moins portée et animée dans ce qui sous-tend mon envie de découverte dans la pratique de mon yoga. Et donc je décide qu'effectivement, je sens que c'est comme faire une récréation. Les enfants ont moins d'attention. L'instituteur ou l'institutrice trouve qu'à un moment donné, il y a moins d'attention. Donc qualitativement, le travail d'apprentissage se perd, et que va faire l'instituteur ou l'institutrice? Il va proposer une récréation. Donc je me propose une récréation, et quand je sens que l'envie de poursuivre ma découverte et mon apprentissage me reprend, je m'y recolle tranquillement.